La présente recherche traite d'un sujet que nous n'aborderons que très brièvement durant nos 3 années de formation en technique de muséologie. Il s'agit du patrimoine bâti québécois. Je tenterai ici d'expliquer les principales caractéristiques qui permettent d'identifier une véritable maison ancestrale et j'aborderai très sommairement les aspects légaux qui déterminent ou ont déterminé les droits et responsabilités des propriétaires. Enfin, je souhaite vous faire partager l'incroyable expérience qu'est la découverte d'un site qui date d'au-delà de 300 ans. Vent, pluie, grésil, neige, fonte, gel, dégel, regel, on gèle. Armaton du bois dans l'âtre, là! L'hiver est encore trop long cette année. Ceci faisait partie du quotidien hivernal des habitants de la Nouvelle-France. Au début de la colonisation, les premières habitations furent érigées à partir de connaissances techniques importées d'Europe. En effet, l'habitant artisan, nouvellement établi ici, n'avait comme recours que ces connaissances qui lui avaient été transmises de ses ancêtres. Il a dû par contre s'empresser de les adapter pour parvenir à recréer un microclimat intérieur qui lui offre un espace de vie plus grand, mais aussi la possibilité de chauffer cet espace pour qu'il soit confortable, mais surtout sécuritaire. En effet, puisque le froid et le feu sont les deux éléments qu'il devait apprendre à dominer. Mais comment parvenir à se créer un nid douillet dans des conditions aussi difficiles? Voici quelques-unes de ces brillantes idées. Toutes les caractéristiques mentionnées ici servent à protéger tant la maison elle-même que ses habitants. On y retrouve tout d'abord le larmier. Celui-ci est une prolongation du toit qui sert occasionnellement de couverture à la galerie. Sa principale fonction est d'éloigner les écoulements d'eau de l'aplomb du mur pour éviter les infiltrations. On a ensuite le perron-galerie. On le voit souvent accroché très haut à la façade de la demeure et est parfois couvert par le larmier. Il permet aux résidents de la maison de circuler à l'extérieur sans être gênés par la neige. L'habitant a vite compris qu'une maison bien ancrée dans le sol est plus solide et qu'une fois que le sol est gelé, la température est plus stable, donc plus facile à contrôler. Il enfonça donc les fondations de sa maison de 1 mètre à 1,5 mètre de plus que ce que lui suggéraient les normes européennes. Les châssis doubles, quant à eux, sont une invention typiquement américaine. Nous parlons ici bien entendu de l'Amérique du Nord et non des États-Unis. Elle constitue un très bel exemple de l'adaptation climatique avec ses 2 parties extérieures interchangeables, l'une faite d'une moustiquaire pour l'été et la seconde faite d'une vitre pour l'hiver. L'installation de celle-ci, jumelée à celle du tambour, faisait partie des activités annonciatrices de l'hiver. Qu'est-ce donc que le tambour? Le tambour est amovible et c'est la raison pour laquelle on ne le voit que durant l'hiver. Il s'agit d'un habitacle en bois de conception typiquement québécoise qui sert à protéger la porte d'entrée de la maison des mauvaises intempéries. On retrouve encore aujourd'hui un équivalent en plastique blanc qui, comme le hasard fait bien les choses, au lieu de s'appeler tambour, s'appelle tempo. Pour revenir aux choses sérieuses, voyons comment étaient organisés les bâtiments de la ferme. Cette organisation s'appelle la maison cour et consiste en une répartition des bâtiments comme les hangars, le fenil et l'étable, tout autour de la maison familiale. Cela a pour effet de créer un coupe-vent pour la maison. Cette organisation des bâtiments, encore utilisée aujourd'hui, est en Europe fermée par des murs, alors qu'ici, on ne la fermera qu'avec de simples clôtures de bois. Finalement, on a la façade du côté nord-est de la maison. Les vents provenant de cette direction, qu'on appelle aussi nordais, sont les plus violents et les plus froids. Les murs exposés à tant de violence de la nature devaient et doivent toujours être protégés davantage que les autres. C'est pourquoi on les lambrissait de planches de bois ou de bardeaux, comme dans l'exemple que vous voyez ici. On lambrissait de façon à éviter le pourrissement de la maçonnerie et des madriers. L'idée était somme toute très bonne, puisqu'on retrouve encore de nos jours des maisons qui, malgré le fait qu'elles aient eu peu d'entretien, tiennent toujours le temps.
Jusqu'à la fin des années 70, le gouvernement subventionnait abondamment les rénovations domiciliaires de tout genre. Pendant cette période, les mots déficit et coupure n'étaient pas encore inscrits au vocabulaire politique. L'État payait, mais en contrepartie laissait peu de marge de manœuvre aux propriétaires. Les règles étaient strictes et devaient être approuvées avant l'obtention de la subvention. Aujourd'hui, l'affirmation nationale a perdu de sa vigueur et les coupures sont devenues le principe de base de la gestion de l'économie pour laquelle la seule chose qui prime, c'est le déficit en bas de zéro ou en bas de laine. Par conséquent, les subventions de rénovation ont à peu près toutes disparu et le propriétaire est libre de faire ce qu'il veut de l'intérieur de sa maison. Seuls les changements extérieurs peuvent être exigés et contrôlés par la municipalité, à la condition bien sûr que cela fasse partie de ses préoccupations. Résultat, une maison peut dorénavant se considérer chanceuse d'avoir un propriétaire qui se préoccupe de conserver son intégrité. Croiriez-vous que cette maison, nommée la Maison Langlais, date de plus de 300 ans? Elle se situe dans le village de Beaumont, sur la rive sud de Québec. Il s'agit là d'un village dans lequel on retrouve une quantité importante de maisons à caractère historique. Au départ, les nouveaux propriétaires croyaient avoir acheté une maison d'environ 100 ou 150 ans. Après l'avoir habitée durant quelque temps, ils décident de la rénover car l'état général de leur maison commence à les inquiéter. Quelle surprise de devoir admettre qu'ils ne devaient plus rénover mais bien restaurer la maison. Certains travaux avaient été prévus, certains matériaux achetés, mais ils changent de cap pour aborder les travaux sous un tout autre angle. En ce 29 août de l'an de grâce 1694, concession par Charles Couillard de Beaumont à Eustache Cousture, capitaine de milice et sieur de Bellerive, à savoir une terre à Beaumont de 3 par 40 arpents sur le fleuve, joignant à Jean-Adam et au domaine de la seigneurie de Beaumont. 300 ans plus tard, la terre et ses bâtiments existent toujours, et la maison laisse ses murs nous raconter son histoire. Voici quelques indices qui permettent de dater la maison de façon presque certaine. Tout d'abord, les techniques de construction. En 1970, la maison a été déménagée pour laisser place à l'élargissement de la route. Le carré actuel correspond parfaitement aux dimensions de l'ancien solage de pierre qui est toujours visible du bord du chemin public. La maison a été construite en pièce sur pièce. Les pièces sont excessivement massives et peuvent atteindre jusqu'à 15 pieds, soit environ 3,50 m de longueur. Les plafonds du deuxième étage, quant à eux, sont en épinette et chaque planche respecte parfaitement le diamètre de l'arbre dont il provient. Comme le montre l'illustration A, les planches sont plus étroites à une extrémité qu'à l'autre et sont hantées, c'est-à-dire assemblées par alternance. Ces planches ont par la suite été embouffetées selon la technique dite à tenon en coulisses, c'est-à-dire qu'une languette s'insère dans une rainure, comme le montre l'illustration B. Pour solidifier le tout, on a utilisé de gros clous en fer forgé à tête carrée. Selon les experts consultés tout au long de la rénovation, le plus grand problème rencontré à l'égard de la datation a été la toiture. En effet, puisque celle-ci aurait été refaite à plusieurs reprises, dont l'une à la canadienne avec Coyot au 19e siècle et l'autre en forme cottage au cours du 20e. L'aménagement intérieur est également une bonne source d'information. Les vestiges découverts durant cette rénovation suggèrent que dans sa version plus ancienne, la maison était munie d'un grand foyer situé au centre du mur côté est. On a aussi découvert des traces d'un escalier dans le coin côté sud-est. On peut déduire que le foyer et l'escalier étaient très près l'un de l'autre et que par conséquent, la chaleur pouvait plus efficacement s'immiscer à l'étage supérieur.
Selon la documentation, cette proximité entre l'escalier et la cheminée laisse également supposer que l'escalier aurait été de type casse-cou. Celui-ci tire son nom du fait qu'il est en spirale, ce qui le rend difficilement praticable. Mais il est par contre très utile puisque sa forme, plus compacte, ménage l'espace. Les fenêtres originales ont été remplacées par des fenêtres à 6 carreaux. Il s'agit là d'une certitude puisque l'une d'elles a été découverte emprisonnée dans le mur est de la maison. L'isolation des murs a d'abord été faite à la tapisserie ancienne, directement posée sur les pièces de bois. Puis, par la suite, on a ajouté un crépi de ciment et de chaux de 2 pouces d'épaisseur qui tenait au mur grâce à un picotis de chevillette. Pour se protéger du froid, une foule de matériaux saugrenus ont été utilisés. Le papier journal, la sciure de bois, les vieux vêtements et même du foin. On peut imaginer avec quelle rapidité une maison ainsi isolée peut disparaître à la moindre étincelle. En conclusion, il semble évident que la maison Langlais ait appartenu à des gens peu fortunés tout au long de ces 300 ans. Il est donc très difficile de restaurer un site entretenu avec, pour utiliser une expression bien de chez nous, les moyens du bord. Le mieux qu'on puisse faire dans un tel cas, c'est de la réno-restaurer, c'est-à-dire, pour citer son propriétaire, garder authentiques tous les éléments significatifs et en état d'être conservés et mis en valeur. Par contre, ils ont dû remplacer par du neuf tout ce qui a trait au confort, à la sécurité et à l'utilité. Ils se sont toutefois procurés des matériaux de base comme le bois et le crépi, qui sont les matériaux qu'ont toujours utilisés les artisans de ces œuvres qui constituent, qu'elles soient légales ou non, notre patrimoine bâti québécois.